Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychologie Motion Culture. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Je suis heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous aujourd'hui ? Abonnez-vous à votre chaîne pour ne rien rater. Je vous remercie de liker et de commenter cet audio. Vous me retrouvez bien sûr sur Instagram à l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran. Comme toujours, vous le savez maintenant, chacune de mes interventions sera encadrée par cette sonnerie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Will V. Nous allons l'appeler Will, ce sera plus pratique. Will est un homme de 39 ans, il est de région bordelaise. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et n'en veut pas. Il pèse environ 250 kg pour 1m74. Il est en obésité extrême. C'est lui qui a choisi son pseudonyme. Will a été licencié il y a 10 ans. Depuis, il est sans emploi. Actuellement, il est au RSA. Nos différents entretiens sont difficiles et pourtant, je sens qu'il a vraiment envie de me parler puisqu'il a répondu favorablement à ma demande de témoignage et qu'il sait qu'il peut arrêter les séances à tout moment. Mais il y a une ambivalence. Je pense qu'il se méfie beaucoup de moi et qu'il a peur. Il a très peur de ce qu'il va dire, peur de ce qui va remonter en lui. Je pense aussi qu'il veut préserver à ses propres yeux une image, une façade de force et de volonté. J'avance très lentement parce que dès qu'il est déstabilisé par mes questions ou qu'il me trouve peut-être trop intrusive, alors les portes se verrouillent. J'ai dû contourner ses silences et ses défenses. J'ai dû être très patiente pour qu'il se sente en confiance et accepte enfin de se livrer. Vous êtes prêts ? Alors, partons tout de suite à la rencontre de Will. Moi, je suis en surpoids depuis que je suis gosse. Je suis fils unique. Je sais pas pourquoi j'ai ni frère ni sœur. Mon enfance était solitaire. La solitude définit ma vie. J'étais très sportif pendant toute mon enfance et mon adolescence. Je faisais plusieurs arts martiaux, du basket et du handball. J'étais pas souvent chez moi. J'étais moins solitaire pendant l'adolescence parce que j'avais mon vélo, du coup, je voyais mes copains. Je faisais beaucoup de sport et j'étais vraiment très très sportif. J'étais un enfant très sociable, je faisais tout le temps le clown à l'école. J'ai jamais eu de problème relationnel particulier avec les autres enfants ou les enseignants. Globalement, on va dire que tout allait bien. Mes parents ont tendance à grossir et alternent des périodes de régime et des périodes moins strictes. Quand j'étais petit, ils avaient peur que je grossisse, alors ils mettaient toute la nourriture sous clé, avec des vraies serrures et tout. Alors moi, à la première occasion, je grugeais. Quand j'avais un peu d'argent et que j'allais à l'épicerie du coin, je m'achetais des marsans douces. Comme c'était moins cher de les acheter par lot de 5, au lieu d'en acheter un, j'achetais le lot. Le problème, c'est que si je rentrais chez moi avec les 4 mars qui me restaient, mes parents allaient m'engueuler. Alors sur le chemin de la maison, même si j'en avais pas forcément envie, je mangeais tous les mars. Ça aurait été plus sympa pour moi d'en manger un par jour, mais mes parents n'auraient jamais accepté. Mon père était infirmier dans un service de gastro, alors les gros, il envoyait défiler tout le temps. Quand j'étais petit, il avait peur que je devienne gros, moi aussi. Faut dire que j'ai un oncle obèse et que mon grand-père, quand il est mort, pesait 180 kilos. Alors tout petit, je sais plus vraiment à quel âge, mes parents m'ont mis au régime. En prévention, quoi. Mon père était obsédé par mon poids. Pour moi, il contrôlait tout, il devait tout maîtriser. C'était pas de la méchanceté, il flippait. Dans son boulot, il voyait les problèmes que l'obésité créait. Je pense qu'il voulait m'en protéger. Il ne comprenait pas, avec tout ce qu'il avait mis en place pour m'empêcher de manger, que non seulement je ne perde pas de poids, mais en plus, comme je mangeais en cachette, j'en prenais. Ma mère était moins axée sur mon éventuel problème de poids. Elle a tendance à grossir, elle aussi. À 15 ans, elle pesait 90 kilos. Depuis ça, elle enchaîne les régimes pour rester dans la norme. Mais mon père fait pareil d'ailleurs. Dans la famille, on a des problèmes de poids. Je suis proche d'une de mes cousines du côté maternel et elle aussi entre la surcharge pondérale et l'obésité. Elle le vit toujours très mal. J'ai toujours su que je n'aurais pas d'enfant. Je n'en veux pas. Mon grand-père paternel s'est conduit comme un salaud avec mon père. C'était une belle ordure. Il aimait manipuler les gens et il foutait la merde partout. Mon père ne voulait pas reproduire ça avec moi et pourtant, il est quand même un peu parti sur cette voie. Moi, je refuse de reproduire ça. Je sais que le gland ne tombe jamais loin du chêne. Je trouve vachement de mon père en moi, alors j'arrête le cycle.
je ne serai jamais père. Quand j'étais jeune, ma mère était très effacée. C'est mon père qui gérait tout pour moi, l'école, mes activités. Ma mère était là, mais ne me défendait pas quand mon père m'engueulait. Elle a été alcoolique pendant quelques années. J'entendais, de ma chambre, des bruits de bouteilles, de verres. Comme j'étais toujours dehors ou enfermée dans ma chambre, je n'ai rien subi. Quelque part, j'ai jamais vraiment eu accès à la maison. La maison, pour moi, c'était ma chambre. Je ne devais jamais en sortir. Je dérangeais mes parents par ma simple présence. Quand ma mère était alcoolisée, il n'y avait pas de crise. Elle savait atteindre un certain niveau d'ébriété et ne le dépassait pas. Elle continuait à conduire, à travailler. C'était un alcoolisme chronique. Elle s'est arrêtée seule quand j'ai eu à peu près 15 ans. Depuis, mon père et elle n'ont plus touché une goutte d'alcool. J'avais 10 ans quand j'en ai parlé. J'ai juste posé des questions, simplement, et j'ai bien vite compris que je n'avais pas à en parler. Je demandais juste des informations. La fois où j'ai abordé le sujet de l'alcool et de ma mère, mon père m'a mis une branlée monumentale parce que, pour lui, je n'avais pas à aborder le sujet. Avec mes parents, on ne parlait pas. J'ai jamais eu de câlins, pas de bisous, rien. Moi, j'étais dans ma chambre, à l'école ou au sport. Eux, ils travaillaient tout le temps. En plus de leur boulot, à un moment donné, ils avaient un bar au village. Après avoir vendu le bar, mon père gérait un gros club sportif dans le quartier. Entre leurs emplois du temps et le mien, on ne se voyait que le soir, au repas. Et dès que le repas était terminé, je devais retourner dans ma chambre. Je n'avais pas le droit de rester avec eux. Mon père m'a dit que j'étais obèse quand j'avais une dizaine d'années. C'est comme ça qu'il me voyait, ou qu'il avait peur que je devienne. Je sais pas. Je sais pas parce que, en réalité, j'étais pas du tout obèse. Le père de Will l'a nommé. Il a nommé son fils. Il est obèse. En réalité, il ne l'est pas. Mais peut-être le voit-il obèse. En tout cas, c'est comme ça qu'il le définit quand il a 10 ans. En faisant cela, il lui octroie son rôle au sein de la famille et au dehors. Comme nous le voyons, cette injonction aura une forte influence sur le déroulement de la vie de Will. Son père le reconnaît en tant qu'obèse. Pour Will, c'est un peu comme s'il lui disait « Je t'assigne ce rôle, et c'est ainsi que je te reconnais. Si tu n'acceptes pas cette place, alors je ne te reconnaîtrai pas. » Will se sent isolé de ses parents, il ne lui parle pas ou très peu, il vit dans sa chambre parce qu'il n'a pas accès aux autres pièces de la maison. Il sait que par sa simple présence, il les dérange. Il éprouve un terrible sentiment d'abandon et de rejet. La seule façon qu'il a d'exister aux yeux de son père, c'est de se conformer à son injonction et de devenir obèse. Inconsciemment, Will a intégré que son père ne le reconnaîtrait qu'en tant qu'obèse. Alors il va s'appliquer à être reconnu de lui. C'est de cette manière qu'il est accepté dans la famille. Il devient peu à peu cet individu qui correspond à l'image que ses parents lui ont collée sur le dos. On voit dans l'histoire de Will à quel point il a besoin de relations affectives avec ses parents, mais ces derniers ne sont pas dans ce format de relation avec leur fils. On peut envisager que Will soit devenu obèse parce que son père lui a dit qu'il l'était. Ces injonctions, nous en recevons tous au cours de notre enfance. Cela fait partie de l'éducation que les parents donnent à leur enfant. Elles ne nous définissent pas forcément, elles ne sont pas forcément justes d'ailleurs, mais elles ont le pouvoir de durer dans le temps. Et nous pouvons nous y conformer toute notre vie, même si nous en souffrons. Par exemple, un enfant auquel les parents diront en permanence « dépêche-toi » aura une image de lui-même de personne lente, inactive, voire passive, et pourra se contraindre à l'âge adulte à vivre à 100 à l'heure ou à multiplier les tâches pour donner une image de personne extrêmement active, simplement parce que l'injonction parentale était « dépêche-toi ». Alors les exemples sont infinis bien évidemment. Ces injonctions agissent un peu comme des lignes de conduite, des guides en quelque sorte, que l'enfant va devoir suivre pour obtenir la reconnaissance de ses parents. N'oublions pas que pour la majorité des enfants, l'objectif est de ne pas décevoir les parents, d'être conforme à leurs attentes, parce que la peur de l'enfant est toujours d'être abandonné, exclu de sa famille. La notion de faire partie de sa famille est fondamentale pour l'enfant. Il pourrait endurer les pires conditions de vie pour ne pas être rejeté de sa famille. On le voit dans les histoires de maltraitance, lorsque l'enfant protège ses bourreaux, s'il est interrogé par la police ou un enseignant, il va systématiquement protéger sa famille parce qu'il en fait partie.
Alors, bien sûr, ces injonctions n'ont pas le même effet sur chacun de nous. Tout dépend de notre histoire personnelle et chaque injonction ne représente pas une condamnation. Le parcours de chacun fera que l'adulte continuera à suivre ou non les injonctions parentales, aussi contraignantes soient-elles. Nous pouvons à tout moment de notre existence changer notre attitude vis-à-vis de ces injonctions et donner une autre qualité à nos vies. Mes parents n'avaient pas d'heure fixe pour les repas, ils mangeaient quand ils avaient faim. Et si je n'étais pas là au moment où ils mangeaient, je pouvais être au sport ou chez des amis, je ne pouvais pas manger en arrivant. C'était bizarre ça. On note ici à quel point l'absence de Will n'est pas du tout prise en compte. Les repas dans cette famille sont les seuls moments où Will peut partager un moment avec ses parents, si infime soit-il. En n'ayant pas d'heure particulière pour passer à table, ses parents lui montrent que les repas se prennent à tout moment. Il n'y a pas d'heure particulière et surtout il n'y a pas de routine, pas de stabilité sur laquelle Will peut s'appuyer pour grandir sereinement. Je sais pas pourquoi je suis fils unique, on n'a jamais abordé ce sujet. Avec mes parents, on se parlait pas, on ne se voyait pas non plus. Mes parents avaient une vie sociale riche dont j'étais systématiquement exclue. Ils ne m'ont jamais rien raconté de leur enfance, par exemple. Tout ce que je sais sur ma famille, ce sont d'autres que mes parents qui me l'ont raconté. L'histoire de mon grand-père paternel, par exemple. C'était un connard, un vrai pervers. Malheureusement, mon père a pris des trucs de son père. Avant, il ne faisait que m'envoyer des piques, ou alors il racontait une histoire drôle, mais en fait, c'était une vacherie pour moi. J'ai failli couper les ponts avec lui à cause de ça. Quand j'étais gamin, mon père m'a briefé sur 2-3 trucs importants, comme ne pas se moquer des filles quand elles ont leurs règles, mais plutôt les soutenir si elles sont tachées, etc. C'était important pour lui que je sois informée de ça. Il m'en a parlé à de nombreuses reprises. Ça fait partie de mon éducation. Le père de Will semble manifester un grand intérêt pour les menstruations. En tout cas, ça semble être un des rares moments de transmission orale envers son fils. C'est donc pour lui un sujet très important. Alors, en dehors du côté informatif qui est très positif, il insiste sur le fait que Will ne doit surtout pas emmerder les filles. Finalement, Will est cantonné dans sa chambre parce que sa simple présence en dehors de cette pièce dérange ses parents. Et son père vient lui parler pour qu'il n'aille pas gêner les gens à l'extérieur. En l'occurrence les filles ici, mais implicitement, son père lui transmet que, où qu'il soit, sa présence est dérangeante pour tous. Son père projette sur de parfaits inconnus, sur le monde entier en quelque sorte, la sensation désagréable que lui-même ressent en présence de son fils. Will reçoit donc l'injonction de se comporter hors de la maison comme il le fait chez lui, à savoir de faire en sorte que personne ne souffre de sa présence. À ce jour, Will suit toujours cette terrible injonction. Mon père m'a fait lire des tas de bouquins, des bouquins sur le corps humain entre autres, pour comprendre certaines choses, pour ne pas faire des petites blagues débiles, pour harceler et emmerder les gens autour de moi. Ce genre de bouquins, j'en ai lu plein pour éviter de faire des conneries. Il y a vraiment un problème de transmission entre ses parents et Will. D'après ce qu'il nous dit, ce sont les livres que son père a sélectionnés pour lui qui, en quelque sorte, devraient faire son éducation. Un peu comme si son père refusait la transmission orale. D'ailleurs, ce qui revient souvent au cours de son histoire, c'est que ses parents ne lui parlent pas. Et que si Will cherche des explications à une situation quelconque, il peut potentiellement être battu en fonction du sujet de sa question. Le père de Will lui a aussi fait lire le livre qui s'intitule « Moi, Christiane F., droguée, prostituée », probablement dans le même objectif, l'informer sur les effets de la drogue. Depuis, Will l'a lu et relu à de nombreuses reprises. J'ai relu Christiane F., droguée, prostituée, ça parle d'addiction. Je l'ai lu la première fois vers 11-12 ans. Mon père m'a dit de le lire pour me mettre en garde, pour comprendre comment ne pas en arriver là. Je me retrouve dans le parcours de Christiane. Au niveau addiction, nos vies n'ont rien à voir, mais il y a beaucoup de similitudes entre son ressenti et le mien. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce livre, des dizaines et des dizaines de fois. Je me reconnais tellement dans son histoire, dans le fait que ses parents lâchent l'attention, ils ne s'en occupent pas, ils ne lui parlent pas, ils la laissent pas vraiment faire n'importe quoi, mais presque. Et puis, elle est tellement seule. Ses parents lâchent l'attention et elle se retrouve comme moi avec trop de liberté. Pourtant, en primaire et même au début du collège, ma mère angoissait à l'idée que je sorte.
Mes parents m'emmenaient partout, à toutes mes activités. J'étais couvée, j'ai été protégée d'une certaine manière, et en même temps, mes parents n'étaient pas vraiment présents pour moi. Petit, par exemple, c'est eux qui me gardaient. Ils avaient un bar, ils y travaillaient avec mon grand-père. Moi, j'étais dans un parc pour bébés au bout du comptoir. En fait, je suis restée en famille, mais j'étais toujours tout seul. Après, on a déménagé à la campagne. J'ai été très libre d'un coup et j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mes parents sont allés à toutes les réunions parents-prof, ils étaient présents d'une certaine façon. En plus, comme j'avais tendance à faire des bêtises, mon père était souvent convoqué par le directeur. Il y allait à chaque fois, mais c'était tout. À côté de ça, j'avais pas de soutien de sa part, pas de discussion, rien. Pour eux, le fait que je prenne régulièrement des raclées par mon père, c'était l'effet de mes conneries. Ils se sont jamais demandé pourquoi je faisais des bêtises ou pourquoi je faisais pas mes devoirs. Après, en dehors de l'école, j'en ai fait quand même. J'ai volé. C'était des commandes. On me commandait un objet, je le volais et je me faisais payer. Mes parents n'ont jamais su. Je volais parce que sinon j'avais rien. Avec mon argent, j'achetais tout et n'importe quoi. Je m'achetais des gâteaux, des ballons de basket, j'achetais quand même pas mal de bouffe. J'achetais ça parce que chez mes parents, il n'y avait jamais rien pour le goûter. Il n'y avait jamais rien pour moi. Pas de bonbons, pas de gâteaux, soda, etc. Alors je m'achetais mes trucs à moi. À l'époque, j'étais rond, mais pas du tout en obésité. Je me suis fait attraper une fois. J'avais piqué de l'argent dans le porte-monnaie de ma mère. Elle s'en est rendue compte instantanément. Ça s'est soldé par une grosse branlée et j'ai dû rembourser 5 fois la somme. Après ça, j'avais une surveillance supplémentaire et j'étais privée de sortie et plein d'autres petites choses. Ce que j'appelle une grosse branlée, c'est des tartes dans le museau de la part de mon père. Ma mère, elle était toujours en retrait. Quand j'étais ado, mon père me tapait. Plus il me tapait, plus je déconnais. Moi, je suis pas un enfant battu. Un enfant battu, c'est pas ça. Un enfant battu, c'est un gamin qui en prend bien plus souvent que moi dans la gueule et avec beaucoup moins de raison que moi. C'était pas tous les soirs chez moi. Rétrospectivement, mon père travaillait aussi dans un service de cancéro, il voyait des gens mourir, des familles détruites, et quand il rentrait à la maison et que je faisais des trucs à la con, ça l'exaspérait. Forcément, mais il avait des raisons pour me frapper. Je ne me considère pas du tout comme un enfant battu. Moi, j'ai jamais eu peur de mon père. Will a besoin de minimiser la violence dans laquelle il a évolué pendant toute son enfance. Il se sert inconsciemment du déni pour rendre sa situation supportable. Ce mécanisme de défense le protège de la réalité parce que réellement il a été un enfant battu. J'ai pris des branlées jusqu'à 15 ans environ. Mon père a arrêté parce que ça n'avait plus d'effet. Avec mes potes, pour rigoler, on se battait et on se tapait bien plus fort. Je faisais du rugby et du judo. Christiane F. se drogue, moi aussi dans une certaine mesure avec la nourriture. C'est compliqué de se sevrer. Et puis, il y a cette double vie. Moi aussi j'avais une double vie avec les vols. Ses parents ferment les yeux, ils savent très bien qu'elle est dans le milieu de la drogue, mais il suffit qu'elle se montre tranquille un jour ou deux pour qu'ils arrêtent de voir la réalité en face. Mes parents, c'était pareil. Je faisais des bêtises, mais tant que ça leur pétait pas à la gueule, ils pouvaient faire comme si ça n'existait pas. Je pense que m'obliger à rester dans ma chambre plutôt que d'aller lire dans le salon ou vivre avec eux, tout simplement, c'était une façon de ne pas voir ce qu'ils ne voulaient pas voir. On reste sur les apparences et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je leur ai parlé lorsque j'étais plus jeune. J'avais une quinzaine d'années. J'aurais parlé du fait que j'étais systématiquement reléguée dans ma chambre. J'ai abordé ça lors d'une dispute, alors ça s'est pas bien passé, forcément. Ils ont juste rétorqué que c'était pas vrai, que c'était moi qui voyais les choses comme ça. Depuis ce jour-là, le sujet n'a plus été abordé. À 16 ans, je suis rentrée à l'internat. Je m'arrangeais pour passer mes week-ends ailleurs et je travaillais l'été. J'ai passé mon diplôme, j'ai trouvé du travail et un appartement. J'avais plus rien à faire chez eux. Je ne leur ai jamais parlé de la solitude qui me pèse. On n'a jamais parlé de rien. Alors parler, je pense que c'est pas fait pour moi. Il y a quelques années, ma grand-mère paternelle est morte. J'étais très proche d'elle. C'était vraiment très difficile à vivre pour moi. Tout le monde dit que parler c'est bien, alors je me suis auto-persuadée que ça me ferait du bien. J'ai appelé mes potes. Ça ne répondait pas. Finalement, je me suis tapé mon répertoire entier et pas un ne m'a répondu. Ils m'ont rappelé, mais un jour ou deux après. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est un signe, non? Et je me rends compte aussi que plus je vieillis, moins je parle. J'ai jamais ressenti les bienfaits liés à l'ouverture de la parole. Du coup, ça me manque pas. Oui, il a été encouragé à vivre dans sa chambre et à se taire toute son enfance. Comment pourrait-il envisager de parler de ses problèmes à ses amis?
J'ai posé assez peu de questions à Will sur sa famille parce qu'à chaque fois, il me répondait qu'il ne savait pas. Il a posé des questions à ses parents sur son histoire familiale, mais aucune réponse ne lui a été donnée de leur part. J'ai quelques potes avec lesquels je peux parler, mais c'est pas mon truc. Quand j'ai pas le moral, je suis encore plus silencieux que d'habitude. Généralement, c'est plus moi qui appelle les gens que l'inverse. Alors, quand ça va pas, j'arrête d'appeler. En attendant que ça passe, j'essaie de débrancher mon cerveau. Moi, je n'appelle jamais à l'aide. J'ai un souvenir du CE1. Moi, j'étais à l'école chez les sœurs. J'étais en classe. La veille, devant la glace, j'avais vu au fond de ma gorge un truc qui pendouillait. J'avais trouvé ça rigolo. Le lendemain, j'en parle à mon voisin de classe en lui montrant ce bidule. J'avais pas vu la sœur qui passait derrière moi. Elle nous a mis une taloche sur la tête à mon pote et à moi en cymbales, ce qui fait qu'on s'est mis un gros coup de boule, lui et moi. Au repas du soir, j'en parle à mes parents et j'ai pas fini mon histoire que j'ai pris une énorme baffe dans la gueule en entendant « Je pense que ça valait 2 baffes et en plus, comme tu viens de cafeter la sœur, ça en mériterait une 3e. Alors estime-toi heureux. » Eh ben moi je crois que ça s'est ancré dans mon ADN. Ferme ta gueule et ne dis plus jamais rien à personne. Et depuis ça, j'ai toujours réglé mes problèmes tout seul. Avec ma mère, on se téléphone tous les jours. Depuis 5 ou 6 ans, on s'entend plutôt bien. Avec mon père, ça s'est aussi apaisé, mais on n'est pas proche. Il passe par ma mère pour communiquer avec moi. Pour l'un comme pour l'autre, nos relations restent très superficielles. À un moment donné, j'ai pensé à la chirurgie bariatrique, mais mon père m'a raconté des trucs terribles quand il y a des complications. Et puis bon, faut le savoir, la plupart des gens qui font une sleeve ou qui se font poser un anneau regrossissent dans les 5 ans. Mon père me l'a dit. D'ailleurs, je me rends compte que mon père me parle tout le temps de mon poids. Notre relation est basée là-dessus et j'avoue que ça m'énerve. Les injonctions paternelles sont toujours là et aussi inconfortables soient-elles, elles vont y rester encore un petit moment. Will, cet homme de 39 ans, semble ne jamais remettre en question la parole de son père. Il accepte son opinion sans discuter et sans se renseigner ailleurs. Je suis rentrée dans l'obésité aux alentours de 25 ans, après mes études. À ce moment-là, j'avais arrêté le sport depuis 2 ans déjà. Je suis suivie par un docteur parce que je fais de l'apnée du sommeil, de l'hypertension et que j'ai une insuffisance respiratoire. Un jour, je suis allée voir un médecin parce que je me suis blessée à la main. Lorsqu'il m'a vue, la première chose qu'il m'a dit, c'est « faut maigrir ». Et quel est le rapport avec ma main ? En ce moment, j'ai un plombage qui a sauté. J'ai besoin d'aller chez le dentiste, mais aucun n'a de fauteuil capable de supporter mon poids. Alors voilà, j'ai une carie et je ne peux pas la soigner. Je ne sais pas comment je peux faire. Quand ça parle des obèses aux infos, on a l'impression que nous sommes quasiment majoritaires. Alors pourquoi les médecins ne sont pas équipés pour nous soigner ? Moi, j'ai envie de maigrir. Ce serait super s'il y avait un magicien qui venait avec sa baguette magique et pouf, je deviens mince. Concrètement, pour moi, c'est très compliqué d'envisager de maigrir parce que je n'ai pas les moyens de me nourrir correctement. Mon niveau financier est extrêmement bas. Quand j'ai perdu mon boulot, je pesais à peu près 200 kilos. Je travaillais dans le domaine de la construction avant d'être au chômage. J'ai travaillé pendant 5 ans. Les 4 premières années, la structure était petite, un truc à l'ancienne, il y avait une très bonne ambiance. Le patron nous connaissait par nos prénoms, il prenait de nos nouvelles, vraiment l'ambiance était chouette. La société par la suite a été rachetée par une grosse boîte de plusieurs milliers d'employés. C'est devenu n'importe quoi. Nos postes ont été changés, on communiquait par mail, on ne se parlait plus. C'était un management à l'américaine avec leurs trucs à la con. Quand on m'a proposé une rupture conventionnelle, j'ai foncé. Tant que la structure était à taille humaine, je n'aimais pas spécialement mon métier, mais je supportais parce que l'ambiance était vraiment bonne. Dès que ça a changé, c'est devenu des requins. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de chercher du travail. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour moi dans l'avenir. Un recruteur va fuir en me voyant, je le sais. Quand j'ai fait des demandes de stage ou des formations, ça s'est toujours passé comme ça. Au moment où les gens me voient, je sais que je peux faire demi-tour instantanément. Moi, je suis à risque et plus emmerdant que la moyenne. Je peux pas prendre la chaise de monsieur tout le monde. Et puis, les gros ça pue, les gros c'est fainéant, c'est bien connu. L'argent pourrait venir du loto, si j'y jouais. Pour le moment, la seule chose que je peux envisager, ce serait de devenir auto-entrepreneur, dans la coutellerie ou l'informatique, parce que ce sont mes 2 passions. Mais je ne fais rien pour que ça se concrétise. Ça reste un projet. Je n'envisage pas de devoir supporter des collègues. Je n'ai aucune foi en l'humanité. Pourtant,
Je pense que je suis sociable. J'aime bien parler avec des gens sympas. Après, je n'aime pas sortir, je n'aime pas les fêtes, les boîtes de nuit, tous ces trucs-là. Après avoir perdu mon boulot, je suis tombée en dépression. J'ai vécu pendant 1 an et demi dans mon ancien appartement transformé en squat ou dans ma voiture. Et puis, j'ai repris le dessus. J'ai vécu quelques mois chez mes parents et après, j'ai trouvé mon appartement. J'ai vu un psychiatre à cette période. Je pense que tout le monde a besoin, à un moment donné ou à un autre, d'aller voir un psy. J'y pensais depuis un bon moment. J'avais du temps puisque je travaillais plus, mais ça ne me convenait pas et il n'ouvrait pas la bouche. Les consultations étaient très courtes et très chères. Il me laissait parler, mais si je disais rien, il ne disait rien non plus. Moi, je préfère comme on fait là maintenant avec vous, en dialoguant, en face à face. Je lui ai dit, mais il n'a pas changé sa méthode. J'avais l'impression d'être pris pour un con, alors j'ai arrêté. Mais depuis, je n'ai plus rien tenté. Ensuite, j'ai trouvé une formation dans l'infographie, mais malgré que j'ai passé des tests concluants, je n'ai jamais été sélectionnée pour la formation finale. Je ne sais pas à quel point ce serait pas un geste anti-gros. Franchement, je ne sais pas. Les attitudes anti-gros, je connais bien. Si vous saviez comme ça peut être difficile pour moi de sortir, ne serait-ce que dans la rue. Les gens viennent vers moi pour m'agresser. Des jeunes, des moins jeunes, tout le monde. C'est incroyable, il y en a même qui viennent vers moi, qui me disent ni bonjour ni rien. Ils viennent juste pour me demander combien je pèse. D'autres m'insultent alors que je leur dis rien. Moi, ce que je veux, c'est juste marcher tranquillement sur le trottoir. Je ne demande rien à personne. Pourquoi je dois vivre ça? J'ai perdu mon permis. Je l'ai perdu point par point. Je me faisais sanctionner parce que je ne pouvais pas fermer la ceinture de sécurité à cause de ma corpulence. À chaque fois qu'il y avait des flics dans la rue, je me faisais arrêter à cause de ça. Plus tard, j'ai appris que si un médecin m'avait fait une attestation, j'aurais toujours mon permis. Les flics le savaient, mais ils ne me l'ont jamais dit. C'est pas sympa. Aujourd'hui, comme je suis au RSA, je n'ai pas les moyens de payer une assurance jeune conducteur. Alors, je ne repasse pas mon permis pour l'instant. Ça servira à rien. Je termine chaque mois avec moins d'1 € sur mon compte. Comment je pourrais avoir une voiture? Du coup, je suis encore plus solitaire. Je voudrais bien voir mes proches. Je n'ai pas envie de voir des inconnus. J'ai eu trop mauvaises expériences ces derniers temps. Je me suis sentie agressée plusieurs fois dans la rue. Les gens me regardent de travers ou se moquent en douce. Moi, ça me touche, ça me blesse vraiment. Alors je préfère la solitude. Depuis 15 jours, j'ai vu mon père une fois en bas de l'immeuble. Sinon, personne. On se téléphone avec mes potes, mais c'est tout. Mes potes ont plus ou moins mon âge. Ils ont des familles, des gosses et tout. Ils sont pas forcément disponibles quand je le suis. Je me rends compte que c'est souvent moi qui téléphone. Moi, j'aime organiser des activités pour mes amis, des jeux de piste, etc. Avec des finances réduites et sans voiture, c'est plus compliqué. Avant, j'organisais des vacances entre potes et plein d'autres trucs. Aujourd'hui, si des amis veulent m'avoir pour une fête, ils doivent venir me chercher et me ramener. C'est compliqué, ça prend du temps et c'est casse-pied. Will reproduit inconsciemment ce qu'il a toujours connu. Il a perdu son permis de conduire, il est donc enfermé, seul, dans son appartement, comme autrefois, il était enfermé seul, dans sa chambre. Alors qu'il entendait les bruits de verre de ses parents du rez-de-chaussée, les bruits de conversation. C'est une situation qu'il connaît très bien, il ne connaît quasiment que celle-là. Il souffre d'isolement, c'est une souffrance qui date de l'enfance. Alors cette souffrance, il la connaît bien, elle le dérange tout en le rassurant. Il est sur un terrain connu. Sortir, c'est envisager de rompre sa solitude. C'est très tentant, mais c'est aussi prendre le risque de rencontrer des gens. En mettant en avant le fait de ne pas pouvoir sortir parce qu'il n'a pas de voiture, Will donne du sens à sa souffrance, à sa solitude. Sans oublier que quelque part le fait que ses amis viennent le chercher pour participer à un événement lui donne aussi une forme de preuve que sa présence est réellement souhaitée. Il est rassuré, il ne va emmerder personne puisqu'on vient le chercher. J'ai pas d'argent, j'ai pas de projet et pas d'espoir non plus. J'ai jamais eu de chéri. C'est pas un projet, mais c'est pas non plus un contre-projet. Si ça se présente, c'est ok. S'il y a rien qui se présente, ça me gêne pas. Peut-être qu'un jour ça se fera. Je vais pas sur les sites de rencontres. Et puis, j'ai un miroir, je suis pas aveugle, je sais à quoi je ressemble. Ne m'aimant vraiment, vraiment pas, je vais pas aller demander à quelqu'un de m'aimer. Je peux pas envisager que quelqu'un m'aime. Si je perdais du poids, je serais une personne en capacité d'être aimée. Je sais pas ce qu'il faudrait pour que je m'aime. Peut-être tout changer. Et encore, je pense pas parce que c'est plus psychologique qu'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais bien changer?
débrancher mon cerveau pour en mettre un autre. Moi, j'ai jamais eu de crise d'hyperphagie et en même temps, j'en ai une tous les jours finalement. En fait, j'ai pris l'habitude de ne manger que le soir. Quand j'étais en internat, le petit-déj était tellement mauvais que j'ai pris l'habitude de ne pas le manger. Après, je sautais souvent l'un des deux autres repas tellement c'était dégueulasse. Aujourd'hui, je me fais livrer mes courses. Aller au magasin, croiser le regard des gens, ça me saoule. Chaque soir, je me cuisine quelque chose. J'aime bien ça. Hier soir, je me suis fait des blancs de poulet avec des tomates cerises et puis après, j'ai mangé un morceau de roquefort avec du pain. Des fois, je mange plus. Des fois, je mange trop. Après, je me sens lourd et... Mais c'est comme une addiction à la nourriture finalement. Quand je suis avec quelqu'un, je dois me contrôler. Je peux pas exprimer ce que je ressens. Me contrôler comme ça m'épuise au bout d'un moment. Je me suis rendu compte que quand je dois me contrôler trop longtemps, après j'ai besoin de me remplir. Alors après ça, je culpabilise parce que j'ai trop mangé, mais je sais que je peux recommencer le lendemain. Finalement, je suis toujours dans le contrôle, dès que je suis en présence de quelqu'un. Peut-être que je serais moins dans le contrôle si j'avais une taille standard, je sais pas. Je suis comme ça pour pallier à la problématique de ma simple présence. C'est comme ça depuis toujours, je suis toujours sous contrôle. Si je suis invitée chez un pote, c'est un plaisir et un énorme stress. Un stress par rapport à l'effet de ma présence. Je me pose toujours la question avant de sortir, est-ce qu'il y aura une chaise pour moi ? Et je stresse. Après, je sais que chez mes potes, on s'arrangera toujours. Mais cette sensation de déranger par ma simple présence, ça a quasiment toujours été là. Physiquement, ça a commencé quand je suis arrivée à une certaine corpulence, quand je suis sortie de la taille standard. Mais avant ça, chez mes parents, ça a toujours été ça. Ma présence a toujours dérangé. Quoi que je fasse, je devais rester dans ma chambre. Je les gênais toujours. Je me souviens, quand je travaillais, le médecin de la médecine du travail me parlait de mon poids. À l'époque, je lui disais que j'aimais les McDo, que je mangeais de la malbouffe. Et elle était surprise, mais elle croyait quoi ? Que je mangeais des blancs d'œufs et de la salade sans sauce ? Je suis comme ça. Moi, je fais pas vraiment d'hyperphagie, ou j'en fais un peu tous les jours finalement. Je suis juste déréglée. Quand je vivais dans ma voiture ou en mode squat, j'achetais chez Leader Price des boîtes de 800 grammes de raviolis premier prix. Et j'en mangeais une tous les soirs. Ça a duré 1 an et demi. Pour la santé, c'est vraiment très mauvais. Maintenant que je peux me faire à manger, je me fais plaisir. Je me fais la cuisine, j'aime ça. Je prends mon temps et je me fais plaisir de la première bouchée à la dernière. Je mange ni sucre, ni bonbons, ni gâteaux. Après, j'ai pas trop les moyens d'acheter tout ce que je veux, parce que ma priorité, c'est de continuer à payer mon loyer et mes factures. Je m'imagine pas aller au fast-food du coin, passer ma commande et attendre sous le regard des autres clients. Moi, j'aurais trop honte. Je pense que j'ai besoin d'aide à plusieurs niveaux, mais j'ai pas l'habitude de demander. J'ai l'habitude de me démerder seule. Si j'avais une voiture, je demanderais de l'aide. Mais là, je demande déjà de l'aide pour mes déplacements, alors je vais pas en plus demander qu'on m'aide dans ma vie en général. Je voudrais avoir de nouveau une voiture, sortir, avoir un peu plus de moyens, être indépendant. Je m'interdis rien à cause de mon obésité. Bon, pendant le Covid, je sortais plus parce que je fais de l'insuffisance respiratoire. Bon, c'était aussi une excuse pour pas avoir à sortir parce que pour moi, le simple fait de contourner l'immeuble pour aller jeter les poubelles, c'est vraiment difficile physiquement. Parfois, je suis fière de moi. Je suis fière de pas être un connard. Je suis content d'être un gars éduqué qui sait se comporter en société et qui n'emmerde pas le monde. Mais je suis dépressif et c'est quotidien. Je sais pas ce qu'il faudrait pour sortir de ma dépression. J'ai plus ou moins les mêmes projets depuis des années, mais rien ne change. Je suis toujours sous contrôle. À la maison, comme je vis tout seul, non. Mais sinon, je dois contrôler plusieurs choses. Je contrôle tout et tout le temps. Je dois avoir le contrôle de moi-même, mais aussi de ce qui m'entoure. Moi, j'ai une corpulence qui fait que je peux pas m'asseoir n'importe où. Et à chaque fois que je vais quelque part, l'endroit où je pose le pied est à vérifier. Par exemple, j'ai un ami chez qui je ne peux pas rester longtemps ou je ne peux pas faire de soirée parce que les WC sont à l'étage et pour y aller, il y a un petit escalier tout léger. Et ça, je dois le contrôler tout le temps. Je suis dans une situation où il y a des contraintes pour les gens autour de moi. Par exemple, chez un ami, si je m'assois dans le canapé, ça veut dire que les autres n'y ont plus accès. De fait, je me mets par terre parce que, d'une part, je suis sûre que ça ne va pas s'écrouler sous mon poids. Et d'autre part, je suis sûre que je ne vais pas faire une trace de transpiration avec mon dos sur le canapé. Et par terre, c'est assez large pour moi. Je peux remuer sans faire chier personne.
Je vais pas me permettre de demander des trucs rien que pour moi parce que je fais déjà chier rien qu'en étant présent. Je reste dans mon coin et je fais pas chier. Malgré que ses amis viennent le chercher en voiture pour l'inviter chez eux, on se rend compte que Will est toujours dans l'injonction parentale, où qu'il soit, de se faire oublier, de ne rien demander et de ne pas déranger. Le lâcher-prise, pour moi, c'est lâcher le contrôle. C'est pas possible chez moi. Je peux être spontanée et éclater de rire, mais je suis jamais dans le lâcher-prise. J'ai confiance en mes amis. Mais la confiance en moi, par contre, c'est autre chose. Ça dépend pourquoi. Parce que pour aller vers les autres, non. D'ailleurs, je suis très isolée. J'ai toujours été seule. Et plus ça va, je dois dire, moins j'aime les gens. L'isolement, c'est plus compliqué que la solitude, je crois. Il me faudrait une voiture. Faut que je repasse le permis. Dans mon immeuble, on est tous isolés. Pour habiter ici, c'est qu'on est dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Je vis dans une grande ville. Je suis dans l'immeuble le plus pourri de la ville. C'est l'immeuble qui a le loyer le moins cher de la ville. Mes voisins sont coincés ici. On est tous isolés. Il y en a qui deviennent complètement barjots. Il n'y a qu'à entendre les hurlements la nuit. Entre l'alcool et la drogue, l'isolement, c'est bien pire que la solitude. L'isolement est lié à ma dépression et mon addiction à la nourriture. J'ai entrepris plusieurs choses pour que ma vie change, pour sortir de l'obésité. Une fois, j'ai pris un rendez-vous avec un spécialiste du poids à Bordeaux, un toubib réputé. Je voulais vraiment que ça change. Lorsque je suis arrivée en consultation, je n'ai pas pu m'asseoir parce qu'il n'y avait pas de chaise, mais des fauteuils. Mes fesses ne rentraient pas dans les bras des fauteuils. Ensuite, sa balance n'allait que jusqu'à 160 kilos. Pour me peser, j'ai dû monter 2 étages à pied parce que l'ascenseur était en panne. Lorsque je suis arrivée à bout de souffle pour me peser, l'infirmière m'a montré la balance, sauf que cette balance était dans une salle d'attente qui était pleine de patients. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas partie immédiatement. Alors je me suis pesée devant tout le monde. Mais qu'est-ce que j'avais honte. Quand j'ai vu le médecin, il ne m'a parlé que d'opération. Il ne m'a rien proposé d'autre. Il ne m'a rien demandé d'ailleurs. Rien sur ma façon de m'alimenter, ma vie, sur moi, sur rien. Je ne suis pas revenue. Comment on explique qu'un spécialiste du poids ne peut pas me recevoir, qu'il n'ait pas de chaise pour moi, de balance adaptée? Moi, je ne comprends pas ça. Je sais qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un pour m'aider à perdre du poids. À Toulouse, il y a un hôpital qui prend en charge des gens qui sont en grande obésité. C'est un service dédié à la perte de poids. Il y a des kinés, des coachs sportifs, des diététiciens qui font des ateliers, des psys qui organisent des groupes de parole, des médecins qui vérifient que tout se passe bien. En plus, ils ont tout un matériel. J'ai essayé de les joindre, sans succès. J'ai demandé à ma généraliste de m'aider, d'essayer de les appeler, mais ça n'a pas marché non plus. Ils proposent des séjours de 3 semaines pour les obèses. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Mais je sais que pour les obèses extrêmes, comme moi, il y a des séjours en longue durée adaptés. Il y a quelques années, j'avais réussi à les joindre. J'étais tombée sur une secrétaire qui m'avait très mal reçue. Elle m'a pris de haut. Elle m'a dit d'aller voir le site sur Internet, que tout y était expliqué, mais en fait non. J'étais déjà allée et c'était très mal fait à l'époque. Il n'y avait quasiment pas de renseignements. Alors, je lui ai expliqué que je voulais pas le protocole standard, que c'était pas adapté à ma situation, que je voulais parler à quelqu'un pour expliquer ma situation. Et elle m'a simplement répondu « On n'a pas que ça à faire de parler à des gens qui veulent des renseignements. Renseignez-vous sur le site. » Et puis elle a raccroché. Je suis pas retournée sur le site depuis. Je pense que je vais le faire. En même temps, je sais que les admissions dans ce service sont compliquées. Même pour ceux qui ont la chance d'avoir un rendez-vous, parce que leurs rendez-vous sont repoussés encore et encore de mois en mois. C'est à se demander finalement si ce service est réellement en fonction. Dans mon assiette, c'est toujours en dents de scie, c'est toujours un peu le bazar. Je ne sais pas si je grossis, je maigris ou si je suis stable. Sur Internet, je suis la chaîne de Jean-Michel Cohen, ça me plaît. Je suis toujours un peu ce qu'il dit. Il propose de faire un bilan santé et après une prise en charge par une équipe. Quand je fais le bilan santé, je rentre sur l'écran mes mensurations et après ça, j'ai un message. Faut prendre rendez-vous avec un médecin, on peut rien faire pour vous. J'essaye de faire un truc pour maigrir et bim, je mange un mur. En fait, dès que j'essaye un truc, ça marche pas. Il me faut de l'argent pour que je puisse me transformer, pour que ma vie change. J'aimerais reprendre le sport aussi. J'aimerais faire de la boxe parce que je sais que c'est bon pour le cardio. Mais chez moi, j'ai pas la place d'installer un sac de frappe. Et en même temps, j'ai pas non plus l'argent pour l'acheter. Depuis quelques mois, je suis dans une nouvelle dynamique. Je veux que ça change. Vous connaissez le syndrome de Diogène ? C'est l'accumulation compulsive de tout et n'importe quoi.
Généralement, les gens qui ont le syndrome de Diogène accumulent des tas de trucs et sont incapables de s'en débarrasser. Bon, moi, c'est pas vraiment ça, mais j'avais accumulé un tas de trucs pour bricoler. J'avais des bouts de bois, des bouts de métal, des grilles. Mon appartement était très encombré. Si j'avais été dans une maison avec un atelier, ça aurait posé aucun problème. Mais dans mon petit appartement de 19 mètres carrés, c'est vite devenu compliqué. En plus, avec mon poids, je ne pouvais pas tout bouger pour faire le ménage dessous et c'était sale. Personne ne venait chez moi depuis un petit moment. J'ai été obligée de faire venir une entreprise pour tout débarrasser. C'était impossible de le faire moi-même avec ma corpulence. Et puis, il m'aurait fallu une voiture pour tout évacuer. C'était tellement angoissant de montrer tout ça à l'entreprise de nettoyage, mais le gars m'a dit qu'il avait l'habitude et que c'était extrêmement rare que ce soit la personne qui accumule les choses elle-même qui les appelle. Alors, c'est pas vraiment le syndrome de Diogène, mais presque. Après, j'ai tout nettoyé du sol au plafond. J'ai relancé totalement une nouvelle dynamique et je suis bien comme ça. Malgré tout, je cogite à mon poids. Bon, comme d'habitude, vous me direz, je me disais que, quitte à être lancé dans quelque chose de nouveau, entreprendre les choses en fait, autant joindre l'hôpital de Toulouse, parce que je sais que j'ai vraiment besoin d'aide. Je vais aussi refaire un dossier pour être reconnu adulte handicapé. La première fois, ils ont rejeté mon dossier. Je ne sais pas pourquoi. Faut que je recommence tout à zéro. Et j'aime pas les services sociaux, j'aime pas leur façon de penser. Ça n'a jamais été facile avec ces gens-là. Chez eux, il y a toujours des bisounours qui promettent que tout va bien aller et finalement ça ne marche pas. C'est les montagnes russes de l'espoir. Je connais des gens pour qui ça a bien marché, mais mon expérience personnelle est vraiment mauvaise. Je rentre pas dans les bonnes cases. Je ne veux plus avoir affaire aux services sociaux, je veux plus leur demander d'aide. On m'a trop souvent mis la tête sous l'eau. Pôle emploi, la CAF, les administrations, je veux plus les voir. C'est très compliqué parce que je sais que j'ai besoin d'aller les voir. Il me faudrait une voiture, mais pour ça, il faudrait que je passe mon permis. Mais j'ai pas la motivation parce que je sais que je n'ai pas d'argent pour me payer l'assurance. Donc faire un gros effort pour pas de résultat, c'est difficile, c'est pas très motivant. Alors évidemment, il faudrait que je perde du poids, mais je veux pas de chirurgie bariatrique. Je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on me soutienne parce que moi, je pense que l'obésité est un symptôme, c'est un problème psychologique, c'est une conséquence de l'addiction à la bouffe qui est censée apporter du réconfort, bon éventuellement du plaisir. Moi, je mange mes émotions. Une personne obèse souffre physiquement et psychologiquement en plus du regard des autres. Des moqueries, des insultes. Ma vie doit changer, mais je ne sais pas trop par où commencer. J'espère que l'histoire de Will vous a inspiré. Je vous invite à vous abonner à votre chaîne pour ne rien rater, à liker cet audio et à me laisser votre commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous y retrouverai avec un grand plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.